Rafale mortelle en Montérégie, dur lendemain pour les campeurs. Je suis avec mes enfants à l'extérieur, j'arrive à roulotte et était plus là. Long congé fatal sur les routes du Québec, au moins 14 morts, dont 3 dans un même accident. Il faut demeurer responsable lorsqu'on est au volant parce que c'est votre vie, mais c'est la vie des autres également. 180 familles québécoises qui sont toujours sans logis doivent user de débrouillardise. C'est un lendemain qui finit plus. Tu sais, je vais rester ici combien de temps, là? Je ne sais pas. Le mauvais temps force le report du lancement de Discovery à mardi. Le mondial, bien plus que du soccer, c'est une occasion en or de s'afficher pour les communautés. Bonsoir, bienvenue à Étienne au lendemain de la micro-rafale qui a balayé un terrain de camping de Saint-Chrysostome en Montérégie. L'heure est maintenant au nettoyage et il y a beaucoup de travail à faire considérant les dommages qui sont évalués à plusieurs milliers de dollars. Félix Séguin. Au petit matin, des équipes de bénévoles étaient au travail. Émondeurs, campeurs, simples citoyens. Tout le monde donne un coup de main au camping Russelltown. Ça fait chaud au cœur, puis deux fois en affaires, on a l'impression d'être tout seul, mais je m'aperçois aujourd'hui que je ne suis pas tout seul. On peut voir les dégâts de plus près et constater que les victimes auraient pu se compter en plus grand nombre. Ça va donner un gros coup, un choc, hein? Oui, parce que... Le simple fait d'aborder les événements d'hier en replonge plus d'un dans un état vulnérable. Les autres émotions. Je suis nouveau aussi au camping, là, mais... Là, je cherchais mes enfants. Je suis avec mes enfants à l'extérieur. J'arrivais à roulotte et était plus là. Ouais, mais c'est ça, mais... La cousine de la femme de 55 ans qui a perdu la vie écrasée à l'intérieur de sa roulotte retourne elle aussi sur les lieux. Moi, je m'emmenais souper chez eux, puis je vais préparer mes légumes avant. Puis là, on est venu 2 minutes après me chercher en courant. Mais si j'étais descendu avec eux, j'étais avec eux. C'était quasiment impossible de sauver la victime. On a scié la section avant ici, comme vous voyez, là. On a tout enlevé la carcasse. C'est là qu'on voyait là, ses fesses, comme on dit à la dame. Là. Puis là, on voyait que l'arbre était comme sur elle. Donc, on a essayé de dégager l'arbre. Puis moi, j'étais de l'autre côté. Puis on ne pouvait pas trouver, regardez la grosseur de l'arbre, on ne pouvait pas trouver le moyen de le lever, tu sais. On ne sait pas dans 2 minutes qu'est-ce qui va nous arriver. C'est ça. Parce que ça me fait beaucoup de peine. On était très, très près. La rafale, bien que de moindre intensité, a aussi touché d'autres secteurs, comme ce marché aux puces de Saint-Antoine-Abbé. Puis ici, il y avait des lots-vents, ils ont volé partout. C'était incroyable. Quelques centaines de dollars de dommages au marché aux puces, rien comparativement aux lourdes pertes essuyées au camping Russelltown, qui, avec tant d'aide, pourra fonctionner normalement au cours des prochains jours. Le ménage, on repart en neuf. On n'a pas le choix. Félix Séguin, TVA, Saint-Chrysostome. C'est un congé de la Fête du Canada tragique sur les routes au Québec depuis le début de la longue fin de semaine. Au moins 14 personnes ont péri dans différents accidents routiers. Le plus meurtrier est survenu dans la région de Gatineau. 3 personnes ont perdu la vie dans une collision frontale. Parmi les victimes, on compte un couple de policiers, comme nous dit Jean-Raphaël Drolet. C'est tout le quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal qui est ébranlé. 2 des leurs, un policier de 43 ans, Mario Beaulieu, et sa conjointe de 41 ans, Sylvie Simard, une employée civile de la SQ, ont été tués dans l'accident. La collision s'est produite ici, sur l'autoroute 50, à Gatineau, tout près de Buckingham. Il était 1h20. La voiture d'un homme de 27 ans, qui pourrait être en état d'ébriété, a soudainement changé de voie pour aller percuter un autre véhicule venant en sens inverse. Le conducteur de 27 ans est mort. Quelques instants auparavant, un témoin aurait constaté la conduite erratique de cet automobiliste. Il nous décrit le véhicule qui louvoie et malheureusement, la collision nous a été rapportée pratiquement en direct par le citoyen. Dans l'autre véhicule, il y avait 4 personnes, dont le couple originaire de Sainte-Julie en Montérégie, qui prenait place à l'arrière. Ce qui est triste, c'est que le couple revenait d'une fête et avait désigné un chauffeur. Tout le monde revenait d'une fête de famille et il y avait un chauffeur désigné, qui était le garçon de 18 ans. Et donc, le couple avait usé de bon jugement et désigné un chauffeur pour leur propre véhicule. Mais malheureusement, c'est un autre conducteur qui est venu faucher les vies. Le conducteur désigné a été blessé grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Et la passagère avant a subi des blessures légères. La Sûreté du Québec mène l'enquête sur cet accident qui alourdit grandement un bilan routier déjà tragique. Jean-Raphaël Drolet pour le réseau TVA. Et par ailleurs, Jean-Raphaël, il y a eu aussi d'autres accidents cette fin de semaine, évidemment.
Aujourd'hui, vers 12h20, une femme de 39 ans qui a perdu la vie, une motocycliste. Elle roulait sur la route 117 avec un groupe de 10 motocyclettes. Et son conjoint le précédait. Et à un certain moment, à la hauteur du lac Rapide, il s'est retourné. Il a vu que sa conjointe ne suivait plus à l'arrière. Donc, il a rebroussé chemin, a fait demi-tour et il a constaté que sa conjointe avait fait une embardée. En fait, était passée par-dessus une glissière de sécurité. La dame de 39 ans, originaire de Saint-Basile-le-Grand, est décédée. D'autres accidents également sur l'autoroute 30 en direction est dans le secteur de La Prairie. Ça s'est passé cette nuit vers 2h30. Un homme de 28 ans qui a perdu la vie lorsque son auto a été percutée par une camionnette qui venait de traverser le terre-plein après avoir fait de l'aquaplanage. Un autre motocycliste de 29 ans qui a perdu la vie, ça se passe du côté de Mont-Tremblant sur la rue Labelle lors d'une collision frontale avec une auto. Ça s'est passé peu après minuit. Et un autre accident impliquant encore là un motocycliste. Ça implique aussi 2 voitures et une autre motocyclette. Ça fait 1 mort et 11 blessés, dont 3 blessés graves hier soir du côté de Sainte-Mélanie. C'est tout près de Joliette. C'est un des automobilistes qui s'est retrouvé dans la voie inverse et a heurté de plein fouet les 2 motocyclettes. Il y a ensuite une camionnette qui est entrée en collision avec les véhicules accidentés. Il y a un des motocyclistes qui a été tué sur le coup. Et dans la camionnette, il y avait 2 adultes et 6 enfants. Ils ont tous été blessés légèrement. Et ailleurs dans la province, on rapporte plusieurs accidents mortels. 7 autres personnes ont perdu la vie sur les routes de la province. Et en terminant, Jean-Raphaël, il y a aussi un homme qui s'est noyé au lac Beauport en début d'après-midi. Une triste histoire, ça se passe du côté du lac Beauport, tout près de l'auberge des Quatre Temps. C'est 2 plongeurs qui se trouvaient dans le lac et soudainement, un homme de 39 ans a connu des difficultés. Il était à 3 mètres sous l'eau. Son ami a tenté de lui prêter secours, a tenté de le remonter à la surface, mais en raison d'une ceinture de plomb, il a eu de la difficulté à le remonter. Donc, l'ami est remonté à la surface, a appelé des secours. Et lorsque les policiers et les pompiers sont arrivés sur place, on a déployé un Zodiac et les pompiers ont repêché le corps de l'homme de 39 ans qui était inconscient à ce moment-là. On l'a transporté à l'hôpital et son décès a été constaté. La Sûreté du Québec qui tente toujours de déterminer ce qui s'est passé. On rencontre des témoins, on rencontre également l'ami plongeur. On tente de voir si c'est un manque d'expérience, si c'est un défaut d'équipement ou si c'est tout simplement un problème de santé. Il y a une autopsie qui sera pratiquée sur le corps de l'homme de 39 ans. Jean-Raphaël, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et c'est un dur lendemain de déménagement pour 180 familles à travers le Québec, des familles qui n'ont toujours pas trouvé un toit où se loger ce soir. Certains doivent se réfugier chez des membres de leur famille, des parents, des amis ou encore dans des centres d'hébergement en attendant de pouvoir dénicher un nouveau logement. Le compte-rendu de David Couturier. Ça, c'est mon ordinateur. Dedans, je vais emmener... Vous allez dormir ici, c'est ça? Bien, pour l'instant, je dors ici. C'est un lendemain qui finit plus. Tu sais, je vais rester ici de combien de temps, là? Je ne sais pas. Hélène Beaulieu fait partie des 33 familles de Montréal qui n'ont pas réussi à se dénicher un nouveau toit à temps. Elle devait quitter son logement le 1er juillet. Maintenant, elle doit le squatter. C'est son fils qui a pris la relève du bail. Le problème, c'est qu'ils seront 4 personnes à se partager ce minuscule 5,5. Du moment qu'ils sachent que c'est de l'aide sociale, on dirait que c'est comme si je leur crachais en pleine face, du genre, c'est très discriminatoire. Il y a encore une pénurie de logements. Le Frappru maintient que les locataires à faible revenu sortent encore perdants. Selon l'organisme, 180 ménages n'ont toujours pas trouvé de toit au Québec. Ils doivent se réfugier chez de la famille, des amis ou dans des centres d'hébergement. Oui, le Frappru reconnaît qu'il y a eu des efforts, comme la construction de 3500 logements abordables. Mais on veut plus. Plus de construction de logements sociaux, un nouveau programme de HLM et plus de mesures d'aide d'urgence. Il y a des gens qui se sont trouvés un logement, mais à quel prix? Et on a bien peur que beaucoup de ces logements-là, parce que les logements sont de plus en plus chers, qu'il y ait de sérieuses difficultés en cours d'année à payer leur loyer. C'est des gens qu'on pourrait retrouver à la rue. La Corpic, qui représente les propriétaires de logements, souhaite mettre une croix sur la journée du déménagement du 1er juillet telle qu'on la connaît. L'organisme propose d'échelonner les baux de location du 1er mai au 1er août pour faciliter les allées et venues de tout le monde. Il y a des gens qui cherchent les logements à différents moments de l'année, mais aussi il faut comprendre que tous doivent se trouver un camion en même temps, tous doivent se trouver de la main-d'œuvre en même temps. Tout en style, c'est une idée qui pourrait faire son nid, surtout quand on sait qu'ils sont plus de 200 000 ménages à changer d'adresse simultanément le 1er juillet. Ça permettrait à tout le monde d'avoir un camion parce que c'est dur de trouver un camion pour déménager. Le premier qui passe, c'est le deuxième qui rentre. C'est tout le temps, il faut t'attendre, puis tout. Puis, c'est gros du trafic pour rien. David Couturier, TVA, Montréal. La NASA reporte à mardi après-midi le lancement de la navette Discovery. Des orages dans le secteur de Cap Canaveral ont forcé l'Agence spatiale américaine à annuler le décollage de cet après-midi qui était prévu à 15h26. La présence de nuages hier après-midi avait déjà provoqué un premier
report du lancement. La prochaine tentative aura une saveur patriotique, si on peut dire, puisqu'elle se fera à 14h38, mardi 4 juillet. Fête nationale des Américains. Il s'agira du premier lancement le jour de la fête des Américains et du deuxième vol d'une navette spatiale depuis la tragédie de Columbia en février 2003. Le Mexique pourrait se retrouver ce soir avec un gouvernement de gauche à la suite des élections d'aujourd'hui. En plus du président, les 71 millions d'électeurs mexicains élisent 500 députés, 128 sénateurs, 3 gouverneurs et le maire de Mexico. C'est d'ailleurs l'ex-maire de la capitale, Andrés Manuel López Obrador. Je sais pas, là, avant de chanter pour cet homme qui a un charisme absolument extraordinaire, comment est-ce qu'on se sent dedans? On doit être nerveux, me semble. Quelques jours avant de chanter devant le pape, je sentais que les heures passaient tellement vite. Ah oui? Je dormais pas beaucoup. J'irais pour les point-là? bars à ce point-là. Puis le matin, quand je me suis levée, la journée même, j'ai pas réussi à prendre mon petit déjeuner le matin. J'ai avalé un petit verre de jus d'orange très vite. Je l'ai senti descendre jusqu'au bout des orteils. En tout cas, là, au moment des répétitions, quand on a répété, j'avais le trémolo dans la gorge qui m'allait sur tous les côtés. J'avais les mains moites. J'avais là, en tout cas, j'avais des frissons. Je savais même pas si j'avais chaud, si j'avais froid. Je sais pas ce qui s'est passé. Et au moment de la rencontre, j'aimerais tellement ça, vous faire passer ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Mais c'est impossible parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai ressenti. Je pense que si j'avais eu les yeux fermés, je pense que je l'aurais senti venir vers moi, vers nous autres, parce qu'il dégage tellement de chaleur, cet homme-là. T'as peut-être ressenti cette espèce d'énergie positive que le pape a. J'ai pas pu le regarder dans les yeux. Mm-hmm. C'est un homme que tu peux pas regarder dans les yeux. C'était... il mouillait à 6 heures, puis à 6h30, lors de l'événement, quand le pape est rentré dans le stade olympique, le ciel était bleu. Mm-hmm. Puis tout autour du stade olympique, il y avait des nuages noirs. Moi, je me dis... En tout cas, je regardais le ciel, puis je me disais, le bon Dieu va nous apparaître. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été un événement extraordinaire. Les jeunes l'attendaient avec impatience. Oh, ça se sent. Ça a été un grand honneur, puis c'est un événement que j'oublierai jamais. On va se rappeler... C'était le plus grand événement de toute ma vie. On va se rappeler justement, si tu veux bien, Céline, sur film, on va regarder ensemble tout le monde un petit bout de cette belle chanson qui s'appelle La Colombe, qui a été écrite par... Une colombe, c'est une chanson qui a été écrite par Marcel Lefebvre et Paul Baillargeon. D'accord, qu'on félicite parce qu'ils ont fait un beau travail. Alors, regardons ensemble. Sur son passage, la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message. De l'amour et d'amitié, de peine d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Je ressentirai plus jamais ça, ce que j'ai ressenti cette fois-là. Puis il m'a donné un cadeau, puis je l'ai toujours... Puis je veux que tu nous le Je l'ai montres. toujours sur moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit pendant que tu... Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'oreille? Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu t'es penché? Ben, il y avait les évêques, il y avait les curés, il y avait les prêtres qui nous... tiens, Oh oui, c'est ce merveilleux chapelet. magnifique. Je le traîne toujours sur Regardez moi. s'il est beau. C'est un petit peu bon comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était... Bon, ils m'ont présenté, bon, ils ont dit, ça c'est Céline Dion, celle qui a chanté La Colombe. Il a dit, ah oui, ça me fait plaisir, ça. En tout cas, c'est là que ça s'est passé. Oh mon Dieu, c'est là Je que... t'arrête, Céline, parce que il y a quelqu'un qui tient absolument à venir te dire bonsoir. Et puis, comme tu sais, à Superstar, on va toujours assez vite. La voici, avec grand plaisir. Je la nomme pas, tu vas la reconnaître tout de suite, en la voyant.
Sais-tu que ça fait plaisir à Céline, Diane, mais ça me fait plaisir, ça fait plaisir à bien des gens de te revoir. Ça fait longtemps, il me semble qu'on t'a perdu un peu de vue, là. Ah non, on va me revoir, là. J'ai entendu dire Je suis ça. contente de venir faire mes débuts avec Céline aujourd'hui. Vous avez écrit une chanson extraordinaire, toutes Oui, les deux. mais je veux dire une toutes les chose. deux, c'est-à-dire toi seul, si je me Mais moi, trompe avec pas. Eddie, toujours. Avec Eddie, oui, avec Eddie, d'accord. parce que- Mais je vais te dire une chose, Céline. Tu es pour moi un bel exemple pour toutes les chanteuses, parce que tu sais apprécier ceux qui écrivent pour toi, tu sais bien les reconnaître, tu sais bien apprécier l'équipe qui est autour de toi, et tu ne peux qu'être plus grande pour autant. Alors moi, je te remercie parce que c'est un plaisir d'écrire pour toi. C'est moi qui t'ai Bon. pas écrit les autres. Et la chanson, elle s'appelle Mélanie. Vous savez que Céline, elle est marraine de l'association pour... L'association de la pour québécoise de la fibrose kystique. La fibrose kystique. Depuis 3 ans. Et cette chanson-là, on sent quand on l'entend qu'elle a été bien pensée. Ça te ressemble, ça, Diane. On va l'écouter, mais je vais te demander de faire changement, Céline. Oui, je pense que tu veux dire. Tu veux la dédier à quelqu'un? Moi, j'aimerais ça la dédier, cette chanson-là, à ma petite nièce Karine, qui est atteinte de fibrose kystique, à sa mère, Liette, ma sœur, ainsi que tous les enfants et parents d'enfants atteints d'une maladie incurable. Et pour faire changement, Céline, je vais demander d'aller la faire dans le public carrément. Avec un D'accord? grand plaisir. Voici une très belle chanson signée Diane Juster et Eddie, dont elle parlait tout à l'heure, Mélanie. Mélanie, pardonne-moi si je t'appelle ainsi, mais les chagrins sont des millions et je rassemble en un seul nom tous les enfants de ma chanson. Les enfants qui sont au bord de la nuit, les enfants qui ne deviendront jamais grands. Mélanie, tu pourrais bien me dire que la vie n'a pas fait de toi sa meilleure amie. Pourtant, je te vois Mélanie, c'est ton courage qui a fait le mien. Moi qui suis prête à m'émouvoir de rien, je me calme quand je prends ta main, Mélanie. J'aimerais croire que ce prince joli qui réveillait en caressant toutes les belles bois devant saurait faire vivre un enfant. En musique, en un seul coup de baguette magique, guérir le mal en un instant. Mélanie, tu n'es pas seule si je chantais pour toi.
Gary Chartrand, 317 Tachereau à la Prairie, le spécialiste en climatisation, vous offre le confort chez vous. Que ce soit pour un climatiseur de fenêtre, un portable, un type mural très silencieux, un système central ou une thermopompe, Gary Chartrand est en mesure de combler vos besoins selon votre budget. Depuis 25 ans, c'est là que vous retrouverez toutes les grandes marques. Rheem, LG, Panasonic, Hyundai, Trane et autres. Toute la ferblanterie est fabriquée sur place et le financement est disponible. Gary Chartrand, votre climatologue, vous assure un service de qualité. 317 Tachereau à la Prairie. Visez les plus beaux villages du Québec. Visitez la région Chaudière-Appalaches. Tous les marins qui chantent à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les marins qui chantent à Saint-Jean-Port-Joli. Art et sculpture, Saint-Jean-Port-Joli. Pour des idées vacances, consultez le site chaudièreappalaches.com et commandez votre guide touristique. Ce soir, son nom a fait le tour du monde et il a marqué toute une époque. D'abord, un documentaire retrace la destinée de Paul Anka et son ascension parmi les légendes de la chanson. Puis, ses plus grands succès captés au Festival de jazz de Montréal. Toute une soirée avec Paul Anka, ce soir dès 21h. I keep my rhythm slow. I move my head, I move my hand to the tempo. Oh! Shake your booty, it's the duty. I keep my rhythm slow. I move my head, I move my hand to the tempo. Shake your booty, it's your duty. Oh, shake, 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 shake your booty, it's your duty. Oh, I move my head, I move my hand to the tempo. C'est parti, mon kiki! Mercredi, sans retenue. Je suis têteux par excellence. J'ai une élégance naturelle, si tu veux. Sans gêne. Si je veux jusqu'à 80, moi, de sortir un album de petits vieux. Vous faites mieux l'humour que l'amour, alors. Sans détour. Il est trop fort. On va rire. Les humoristes se confient à Stéphane Bureau. Les grandes entrevues juste pour rire, mercredi 19h30 sur Art TV. Dans la foulée des grands projets qu'on mène au sommet de la réalisation, regardez bien ce qui suit. La toute nouvelle Lincoln Zephyr. Lincoln, visez plus haut. On va vous présenter avec grand plaisir tout de suite notre chef d'orchestre qui a dirigé, qui a fait les arrangements ce soir, et tous les musiciens, notre ensemble vocal, le tout dirigé par Alain Noro. Bonjour Alain, merci beaucoup. Merci tout le monde. Voilà. Eh bien, Céline s'en va en Europe, chanter pour la France. J'espère que tu vas tout retourner la France Je m'en vais en à Europe, l'envers. mais je reviens vite. Je m'en vais pour faire l'Olympia, 5 semaines avec Patrick Sébastien en première partie, du 6 novembre au 9 décembre. Je te dis un gros merci pour te donner un gros bec. Merci beaucoup. Sur une plage, tout en nuages, je courais, et j'entendais crier le vent, la mer et les orages tout autour de
Gary Chartrand, le spécialiste en climatisation depuis 20 ans. Vendredi 16h sur Art TV. Lundi, laissez-vous charmer. Je m'appelle Oliver Twist. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous entraîner dans l'univers de Charles Dickens. Oliver, lundi 21h sur Art TV. Vous ne pouvez pas me licencier comme ça. Ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant vous allez être seul. Parce que ça ne doit pas être possible en étant aussi con et aussi méchant d'avoir encore des amis. Si t'as des soucis, tu me le dis, hein, mon Jean. La rencontre qui va les transformer. Antoine. Jean. Ah, c'est plus fort que moi, hein. Alors je m'énerve, hein. Et a fait 3 morts. Un homme de 39 ans s'est noyé aujourd'hui alors qu'il effectuait de la plongée au lac Beauport dans la région de Québec. Il aurait éprouvé des difficultés alors qu'il se trouvait à une profondeur d'environ 3 mètres. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur la victime, mais son décès a été confirmé plus tard à l'hôpital Enfant Jésus de Québec. Au lendemain de la micro-rafale qui a fait un mort et causé des dommages considérables au terrain de camping de Saint-Chrysostome en Montérégie, l'heure est maintenant au nettoyage. La victime est une femme de 55 ans, originaire de Saint-Jérôme. Elle a été tuée quand un arbre déraciné par les vents qui soufflaient à 100 km à l'heure s'est abattu sur sa roulotte de camping. Le lancement de la navette Discovery a été de nouveau reporté ce dimanche en raison d'un temps orageux au-dessus de Cap Canaveral en Floride. La prochaine tentative est prévue mardi. Les conditions météo s'annoncent meilleures, mais malgré tout, une possibilité de pluie persiste. Ces reports coûtent plus de 2 millions de dollars en carburant et en heures de travail supplémentaires pour les employés de la NASA. Ces jours d'élection présidentielle au Mexique, quelques 71 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour trouver un successeur au président sortant Vicente Fox. La lutte s'annonce très serrée entre Andrés Manuel López Obrador du Parti de la Révolution démocratique, parti de gauche, et Felipe Calderón du Parti conservateur, le PAN. Les derniers sondages autorisés donnaient une avance de 2 à 5 points à López Obrador. L'Allemand Michael Schumacher a remporté le Grand Prix des États-Unis sur le circuit d'Indianapolis, 10e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Le pilote de l'écurie Ferrari a devancé son coéquipier, le Brésilien Felipe Massa, et l'Italien Giancarlo Fisichella. Le meneur au classement des pilotes, Fernando Alonso, a fini en 5e place. Jacques Villeneuve n'a pas terminé la course. Il y a presque un an, c'était la fin des audiences publiques de la commission d'enquête sur le programme des commandites. Cette semaine, le juge John Gomery a effectué un retour discret dans l'actualité au cours d'une entrevue à la chaîne parlementaire CEPAC. Le juge Gomery raconte les hauts et les bas de la commission qu'il a présidée. Il s'est montré aussi assez sévère à l'endroit de certains témoins qui ne se souvenaient de rien. Dans le cadre d'une présentation spéciale à LCN, voici donc l'entrevue du juge John Gomery. Monsieur Gomery, bonjour. Bonjour. Monsieur Gomery, quand on a une carrière de 40, 50 ans de métier et qu'une commission risque de faire oublier aux gens l'ensemble de votre œuvre dans votre vie, ça fait quoi? Mais je comprends parce que je n'ai jamais fait quelque chose si public, si médiatisé que la commission, mais je dois vous dire que je suis fier de ma carrière en droit et comme juge qui a précédé tout cela. Et je pense que si la commission a une réussite, c'est à cause de la préparation que j'ai faite durant toute ma vie antérieure. Alors, mais je ne regrette pas que la commission a mis à l'ombre presque tout ce que j'ai fait autre durant ma carrière. C'est naturel. Pour les téléspectateurs qui regardent cet entretien et qui se demandent quelles ont été les choses les plus importantes dans la vie de John Gomery avant de tenir cette commission, quels sont les faits marquants, quelles sont les étapes qui pour vous ont été majeures pour vous aider dans le travail de la commission? Bon, ça c'est une bonne question, mais évidemment, j'ai choisi tôt dans ma carrière comme avocat de faire des litiges et d'aller à la cour, apprendre comment interroger un témoin, comment contre-interroger un témoin, comment découvrir la vérité. Ça, c'est une préparation essentielle, je pense, une certaine
pratique inquisitoire, je pense. Ça, c'était une bonne préparation pour la commission. Et comme juge, évidemment, un juge est supposé essentiellement d'écouter, mais peut-être j'ai péché un peu en posant beaucoup de questions. Ça c'était ma réputation probablement bien méritée, mais quand même, c'est utile en préparation pour la commission. Mais j'ai eu plus de 20 ans comme juge avant de commencer la commission et j'ai appris comment peser les témoignages, comment apprécier si un témoin dit la vérité ou s'il essaie de cacher des choses. C'était très important et c'était comme j'avais fait une préparation durant beaucoup d'années pour le travail de la commission. Comment ça s'est passé, le premier coup de fil, quand on vous approche pour prendre le poste de commissaire? Ça se passe comment? Ça se passe, c'est drôle, j'ai raconté l'histoire une couple de fois, mais voici, ma femme et moi sommes à notre condo en ville. On se préparait tous les deux pour aller à la cour ce jour-là. C'était comme 8 heures le matin et le téléphone sonne. Ma femme prend l'appareil et quelqu'un demande le juge Gomri. Elle me passe le téléphone et une voix sur l'autre ligne dit « Un instant, M. Rosenberg aimerait vous parler. » Et j'ai dit « C'est qui, M. Rosenberg? » Alors, la femme, avec un ton un peu irrité, c'est le sous-ministre de la Justice à Ottawa. Alors, je réalisais tout de suite que c'était quelque chose d'importance qui m'attendait. Et parce que sur les nouvelles, ce jour-là, il n'y avait rien que le rapport de Mme Fraser, que c'était la chose dominante dans la journée. Je soupçonnais déjà qu'il y aurait quelque chose en relation avec ça. Et M. Rosenberg a parlé brièvement. Il me rappelait qu'on se rencontrait il y avait 20 ans, quelque chose que j'avais oublié, lorsque j'ai entendu la cause de Javelin. Ça, c'est toute une autre histoire. Et qu'à cause de cela, il savait que j'étais en mesure d'administrer un dossier compliqué avec beaucoup de témoins, où il y avait des questions difficiles à décider. Et il a dit que le premier ministre proposait de me nommer à cette commission si j'acceptais. Et j'ai accepté tout de suite. Instantanément, dès le coup de téléphone? Avec 5 minutes. Je pense que j'ai dit, un instant, M. Rosenberg, je ne pense pas que je peux accepter parce que nous planifions une vacance de 3 semaines en Asie du Sud, ma femme et moi. Les billets étaient achetés et c'était fixé pour 2 semaines plus tard, je pense. Il a dit, mais nous pouvons travailler avec cela. Il y aura quelques aspects à régler avant votre départ, mais je pense qu'on peut travailler avec cela. Il hésitait. Et j'ai aussi dit, je suis président de la commission de droits d'auteur. C'est quelque chose que je considère très important. Je ne veux pas que le travail de la commission soit interrompu à cause de ma nomination. Alors j'ai besoin d'une promesse qu'un autre président sera nommé immédiatement. Il acceptait ça comme condition. Alors j'ai imposé une couple de conditions, mais essentiellement, j'ai accepté sur le coup. C'est probablement le rêve d'un grand nombre de juges, peut-être presque tous les juges, d'avoir la chance de présider une commission d'enquête un jour. C'est un travail... c'est un gros défi, mais c'est très, très intéressant pour un juge de faire quelque chose et avoir un rôle à jouer dans les politiques du pays. Nous sommes peut-être des politiciens un peu frustrés, les juges. Mais quelles ont été les premières étapes, là, une fois que vous dites oui? Bon, ben, il y avait la première chose, c'est que je devais mieux comprendre le mandat qui me sera accordé. J'ai insisté de savoir. Il y avait une série d'appels téléphoniques au cours de la journée, du ministre de la Justice, d'autres personnes.
Mais je savais que la première étape sera de trouver deux personnes absolument essentielles, un directeur exécutif ou une directrice exécutive, quelqu'un qui s'occuperait de tout le côté administratif de la commission, l'engagement de personnel, location de bureau, acquisition de toutes les choses nécessaires, la machine de bureau, etc. Quelqu'un avec expérience, parce qu'on commence avec rien dans une commission de compte. Alors, on m'a promis de me présenter certains candidats qui auraient cette expérience. Et la deuxième chose, c'était d'engager du personnel légal, le chef d'équipe des avocats. Ça, c'était une chose importante à faire tout de suite. Mais la toute première chose, c'était une rencontre avec les acteurs à Ottawa. Et je pense 2 jours plus tard, j'ai voyagé à Ottawa pour rencontrer, il y avait une sorte de table ronde avec Dieu sait combien de sous-ministres, 4 ou 5 sous-ministres, pour essayer de définir le mandat de la commission. Et à ce moment-là, est-ce que vous parlez au premier ministre? Non, j'ai jamais parlé. Vous n'avez jamais parlé au premier ministre? Jamais parlé au premier ministre. J'ai parlé à certains de ses adjoints, du personnel de son bureau, mais je n'ai jamais parlé de ça. Et c'est important qu'il en soit ainsi? Probablement sur le plan politique, c'était important. Je n'aurais pas refusé de lui parler, mais je pense qu'il a jugé que ce serait mieux de garder une certaine distance parce que probablement il savait dès le début que son avenir politique sera affecté par le travail de la commission. Et évidemment, la commission a été nommée pour essayer de clarifier les choses. C'est quoi le défi le plus important? Mais découvrir la vérité, ça c'est un gros défi. Je n'étais pas inquiète quant à cet aspect de notre travail parce que moi j'ai une confiance presque illimitée dans notre système d'administration de la justice où on essaie de découvrir la vérité. J'ai toujours pensé qu'à la fin de chaque procès que j'ai présidé, je savais la vérité. Notre système est merveilleux pour la découverte de la vérité. Le système d'interroger des témoins contre-interrogatoire, bien bonne préparation. Alors, j'avais confiance dès le début que si notre travail n'était pas limité, et il n'était pas limité, on avait toute l'indépendance, tous les outils nécessaires pour découvrir la vérité. Alors ça, ce n'était pas le gros défi. Le gros défi pour moi, c'était de faire des recommandations, comment éviter que cette chose ne se reproduise. Ça, c'était un domaine où j'étais beaucoup moins à l'aise. Et c'était le défi. Mais nous avons, je pense, accompli cet aspect de notre tâche avec l'aide des experts que j'ai engagés. La couverture médiatique, oui. C'était probablement la première fois qu'on vous surveillait autant. Écoutez, vous avez été à l'écran de CEPAC pendant des mois et des mois. Les caméras sont sur vous, réflecteurs sont sur vous. Est-ce que ça ajoute un poids? Certainement, ça ajoute un poids, mais... Et je n'avais pas anticipé pas du tout l'intensité de cette couverture. Je savais qu'il y aurait une attention, mais je n'ai jamais rêvé qu'il y aurait une telle attention soutenue par le public, je pense. Parce que je pense que les chaînes de télévision et les médias répondent aux attentes du public. Alors... mais curieusement, dans l'ambiance d'une salle d'audience, on oublie après quelques minutes les caméras. On n'était pas trop conscient. Je savais que c'était là, évidemment.
j'ai fait attention de ne pas faire des choses qu'on peut se permettre si on n'est pas surveillé, comme gratter la tête ou faire certains gestes et des choses comme ça. Mais généralement, c'est quelque chose qui était dans l'arrière-plan, mais n'était pas une préoccupation particulière. Quand vous finissiez vos journées, vous aviez entendu plein de choses, le lendemain, c'est rapporté dans les médias. Est-ce que les médias ont rapporté fidèlement ce qui a été dit devant vous? Quand vous avez regardé les coupures de presse le lendemain matin, est-ce que c'était le reflet de ce que vous avez entendu la veille? C'était le reflet, mais comme tout reflet, c'est pas fidèle à 100%. La seule chose qui est fidèle à 100%, c'est une transcription de tout ce qui a été dit. Évidemment, la tâche d'un journaliste, comme vous le savez, c'est de concentrer, de faire un sommaire de ce qui a été dit. Et chaque fois qu'on fait un sommaire, il y a des nuances, il y a certaines parties qui sont négligées ou qui ne sont pas rapportées. Alors, c'est un reportage incomplet. Mais est-ce que c'était fidèle à l'esprit de ce qui s'est passé? Généralement, oui. J'ai été très impressionné par le travail des journalistes. Généralement, lorsque j'ai regardé ce qui était dit le lendemain, en général, c'était fidèle, c'était exact, et ils ont rapporté, évidemment, ils ont donné trop d'attention à certaines choses sensationnelles. Et je comprends encore une fois le travail d'un journaliste, c'est de rapporter quelque chose qui va attirer l'attention du lecteur. Et des choses qui attirent l'attention du lecteur, c'est des choses scandaleuses ou des choses sensationnelles. Alors, dans cet article, il y avait une couverture moins fidèle. Mais c'est attendu. Je pense que généralement, la couverture était très, très bien faite. Je n'ai pas de critique à faire. L'entrevue que vous avez accordée au temps des fêtes, si c'était à refaire, est-ce que vous redonneriez cette entrevue qui vous a mis dans l'embarras un peu? Non, c'est une erreur. C'est une erreur d'accorder ces entrevues. J'ai accepté de le faire pensant que ça donnerait une certaine humanité à quelque chose. Mais c'était une erreur de jugement de ma part. Et si je l'avais le refaire, évidemment, je ne le referais pas. Et j'ai parlé beaucoup trop librement et beaucoup trop. Surtout dans la première entrevue. Je dois vous dire que j'ai été un peu trahi par un certain journaliste parce que lorsqu'il a fait l'entrevue, c'était dans l'optique de faire une sorte de résumé de travail de la commission pour la fin de l'année. C'était supposé d'être sur la personne du juge Gomery et pas sur ce qui se passait. Et il a posé des questions qui allaient beaucoup au-delà de cette optique et j'ai fait l'erreur de répondre à ces questions. Lorsqu'on n'est pas expérimenté avec des journalistes et un journaliste pose une question indiscrète, évidemment, ce qu'il faut faire, je l'ai appris par la suite, c'est de dire non, je ne réponds pas à cette question. Parce que, mais je dois dire, pour une personne qui est essentiellement polie, de dire carrément non, je ne réponds pas à cette question, ça va à l'encontre de mes habitudes. Mais j'ai dû changer mes habitudes. J'ai dû apprendre, malheureusement, qu'il y a des fois qu'il faut être un peu brusque avec le journaliste. Parlez-moi de votre journée de travail. Comment ça se passait? Vous vous leviez à quelle heure? Comment ça se passait, votre journée? Est-ce que vous êtes un lève-tôt? Je suis une personne de routine. Et ma femme me dit, et elle a raison, que ma façon de m'ajuster au stress du moment, c'est de suivre ma routine de tous les jours. Je me lève tous les jours à 7h moins quart, parce que fin de semaine, tous les jours, je me lève à
7h15, je prends toujours le petit déjeuner. J'essaie, n'importe où je siège, de prendre une marche le matin, avoir un peu d'exercice. J'arrive à mon bureau toujours à la même heure. Et ma journée procède de cette façon. Je suis ponctuel, au point où ça rend fou des gens qui sont autour de moi. À midi, je prends un petit repas, je prends un peu d'exercice. Je fais l'étude de mon dossier un peu. Je ne fais pas à midi, presque jamais je prends un repas avec un ami. Je mange seul. Le midi, c'est une chance pour moi de récupérer mes forces, prendre un petit repas et réfléchir. Et à la fin de la journée, je travaille un peu, mais comme j'ai dit à plusieurs reprises, je ne travaille pas vraiment le soir parce que... Je suis fière d'être l'une de tes interprètes, puis que dans ma chambre, il y a une chanson écrite de la main de Jean-Pierre Ferland. Puis moi, je vais pouvoir dire à René Charles un jour, René Charles, Jean-Pierre Ferland écrit une chanson juste pour moi. J'avais 18 ans. Je reviendrai toujours, 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 toujours. Cher Jean-Pierre, dans l'autobus du show business, le banc en or, il sera toujours pour toi. On t'aime et on t'admire. La vie vient de la cour, toujours, toujours, toujours. On t'aime. Merci. Il paraît que tu te retires. Pense-y bien, je peux te le dire. On dit que t'as pris ta décision. C'est fini, la télévision. Mon ami, que vas-tu nous faire? Que nous restera-t-il encore? Notre télé sera grisaille si tu n'es plus dans le décor. Des trophées sur ta cheminée, tu en as beaucoup. C'est pas une raison pour te pousser, pense un peu à nous. Nous deux, ça fait plus de 20 berges et jamais ça ne va s'arrêter. C'est précieux d'avoir pu compter sur ta présence à mes côtés. Jean-Pierre, j'ai le cœur à l'envers. Voilà que tu veux t'en aller. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de débrancher la télé. Jean-Pierre, tu peux pas t'en aller. La télé, c'est chez vous. Et s'il faut vraiment qu'on te supplie, je le ferai à genoux. Mais qui va-t-on interviewer? Tu laisses un grand fou. Y a que les fous qui changent pas d'idée. Belle dent pour nous. Ce petit roi à ton visage, l'histoire d'amour a continué. Le temps t'a fait un peu plus sage, on peut dire qu'on s'est retrouvés. Tu laisses partout dans ton sillage, presque rien ne peut t'effacer. Toujours j'aurai dans mes bagages ce temps que l'on a rattrapé. C'est un champ de savourer pour une
Jean-Pierre, il y a beaucoup d'amis à toi. Il y a aussi 4 animateurs qui t'intervieweront plus, mais qui ont une dernière question à te poser. C'est leur chance ce soir, c'est l'ultime question qu'ils peuvent te poser avant que tu te retires. Très bien, très bien. Donc, alors, c'est la dernière fois que je vais répondre à Sophie. À des questions. À Sophie, oh. Oh. Ça va me faire du mal, par exemple. Tu vas t'ennuyer, hein? Oui, je vais m'ennuyer de toi, ça. Alors, voici ma dernière question pour toi, Jean-Pierre. Le dernier soir de ton dernier spectacle, quand tu vas fermer la porte de ta loge pour la dernière fois, qu'est-ce que tu vas faire derrière la porte de ta loge? Je vais embrasser mon costume de scène, puis je vais lui dire, va te reposer. Sans doute que je vais pleurer, voyons donc, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'après le spectacle, je dis à tous mes amis, ne m'attendez pas, je vais prendre ma voiture, je vais m'en aller très loin pour aller chialer tranquille. Pas devant tout le monde. Tu ne changeras pas d'idée? Non, jamais. Je ne ferai pas comme Dodo. Je ne ferai pas comme la poune. Je ne ferai pas comme M. Aznavour. Alors, il y a Sonia aussi qui a une question. Jean-Pierre, avec le recul, qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi? Réussir ta vie personnelle ou réussir ta carrière? Bien, j'ai fait cette carrière-là au début pour rencontrer des filles. À ce niveau-là, j'ai réussi ma carrière. Très bien réussi ma carrière. Je n'ai vraiment rien trouvé de très, très difficile dans ma vie. Ouais, c'est ça. C'est quand je chante, par exemple, la chanson Sing Sing en scène, les gens me posent la question, avez-vous déjà fait de la prison? Puis je réponds, non, mais j'ai été marié 3 fois, par exemple. Oui, mon Jean-Pierre. Monsieur Ferland, moi, en 50 ans de métier, j'ai jamais pu réussir à poser une question intelligente. Alors, je poserai pas de questions, je t'ai apporté un cadeau, puis je veux que tu le développes tout de suite. Puis je vais tenir ton microphone. Allez, vite, développe-les. Je pense que t'es dû, t'es rendu là, mon Jean-Pierre. Tiens. On sent le goût de cet homme. Tes belles pantoufles en Fentex. On sent que ces cadeaux sont aussi intelligents que ces questions. Merci. Jean-Pierre, ta tournée se poursuit partout au Québec en avril et en mai. Moi, ma question, c'est pourquoi le dernier spectacle aura lieu un vendredi 13 octobre? C'est parce que j'aurais peut-être fait un samedi, mais il y a du hockey. C'est aussi sincère que ça. Mais c'est un vendredi 13. Et vendredi 13, j'ai toujours eu peur de ça, mais il peut rien m'arriver de pire que de vous quitter, de toute façon. Mais c'est vraiment le dernier spectacle de toute ma vie. C'est fini après, c'est fini. Alors, exceptionnellement, à partir de ce moment même, à partir de maintenant, les billets sont en vente. On peut se les procurer jusqu'à minuit ce soir. Le Centre Bell, les lignes, tout le monde reste ouvert pour toi, Jean-Pierre, pour que ça soit plein à craquer pour ta dernière. Ça va tellement pleurer ce soir-là, autant sur scène que dans la salle. Si vous voulez vous procurer des billets, vous pouvez le faire sur le site internet geg.ca. Il y a également une ligne à Montréal, le 790-1245. Et pour les gens de l'extérieur, c'est le 1-800-361-45-95. On va faire exploser les lignes ce soir, Jean-Pierre, pour toi. Mais moi, j'ai gardé quelques billets juste pour vous autres. Jean-Pierre, au nom de tous ici, au nom du public, merci beaucoup. Ça a été un honneur de te côtoyer. C'était un honneur d'être si souvent auprès de toi. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour la chanson. Ça va être un moment historique le 13 octobre prochain. Tu peux être sûr que tout le monde ici, nous serons là pour fêter avec toi. Je vous remercie de tout mon cœur. Vraiment. Eh bien, mesdames et messieurs, vous venez de voir un dernier moment de l'émission Demande spéciale remplie d'émotions. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à Scott Price et à ses musiciens. Merci à tous les artistes et artisans qui ont fait de Demande spéciale une réussite. Et moi, je dis, merci à vous les jeunes. Je vous laisse ma place. Gardez-la au chaud. Merci beaucoup. Prenez-en bien soin. Mais merci également à vous, cher public, de nous avoir fait parvenir de si belles et de si touchantes demandes spéciales. Merci à toute la troupe. J'ai vraiment découvert de nouveaux amis et je vous garde dans mon cœur pour longtemps. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir été là pendant cette belle aventure. Merci à toi de faire partie de ma vie. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye. Merci, bye. Partir quelque part pour partir, pas pour fuir, pas plus changer.
remercie les vrais fans de musique. Cet été, le TV... L'entendre. Je n'étais pas très heureux, mais je dois vous dire que ma fille est très résistante. J'ai soupé avec elle hier soir. Et pour elle, ce n'était pas un gros problème. C'était plutôt le problème pour le papa que pour la fille. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Préparer la commission, tenir les audiences ou écrire les deux rapports? Mais je pense que la partie, le travail le plus dur, le travail le plus exigeant, c'est la préparation du rapport. J'espère que je ne vous choque pas si je vous dis que présider les audiences, c'était relativement facile parce que c'est quelque chose que j'ai fait durant plusieurs années et le fait d'entendre des témoins, apprécier les témoignages, essayer de suivre le fil des témoignages, tout cela, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années. Ce n'était pas facile, mais ce n'était pas très, très difficile. Mais d'avoir à mettre ensemble toute cette preuve et de préparer un rapport qui peut être digéré par le monde entier, disons, parce que je n'ai pas voulu écrire un rapport qui sera dans une sorte de jargon juridique difficile à suivre. Alors, j'ai fait un effort d'écrire un rapport compréhensible. J'ai dû respecter des limites de temps. Alors, c'était vraiment un travail monumental. J'avoue que c'était extrêmement exigeant, cette période de ma vie où je travaillais essentiellement seul. J'avais des gens qui m'aidaient avec des choses comme des références, qui examinaient ce que j'écrivais pour découvrir s'il y avait des erreurs ou des précisions à ajouter, etc. Mais essentiellement, je l'ai fait seul. Et c'était un travail de moine et je suis très content que je n'ai pas à le refaire. Que c'est ça, une étape passée. Une étape passée, voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on voit qu'il y a des condamnations? On a travaillé sur un dossier et éventuellement, messieurs Coffin, Brault, Guité et Copron de sentences de prison. Comment vous vous sentez quand cela arrive? Mais je suis toujours content, comme tout citoyen, que la justice suive son cours. Et évidemment, je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, je soupçonnais, par exemple, que M. Brault se préparait de plaider coupable. Moi, je n'étais pas du tout surpris qu'il a décidé finalement de plaider coupable, ni lui, ni M. Coffin. Je pense que c'était... je suis satisfait jusqu'ici. Quand on regarde le gouvernement qui arrive avec une loi sur la responsabilité, est-ce que ce sont des choses que vous voyez comme une suite logique à tout ce que vous avez fait comme travail? Évidemment, le gouvernement a commencé à préparer son projet de loi sur l'imputabilité, même avant de recevoir mon rapport. Je pense que le gouvernement me voyait venir avec plusieurs de mes recommandations. Ils ont anticipé. Je suis très content, évidemment. Les recommandations sont, quant à moi, très importantes. Comme j'ai dit au tout début, c'est ma chance de laisser une trace de mon passage sur cette planète. Cette loi sur l'imputabilité, c'est en partie influencé par ce que le commissaire Gomery a fait. Alors, je suis très content. Je suis vaniteux même. Je ne sais pas si la loi reflète entièrement mes recommandations, parce que je ne l'ai pas vu depuis les derniers amendements. Mais généralement, je pense que c'est une amélioration de notre système. Je pense que peut-être il y aura d'autres améliorations à venir. C'est une satisfaction pour moi. Et satisfaction également de savoir que dans l'appareil gouvernemental,
Depuis la commission Gomery, les choses ne se font plus de la même façon. Les fonctionnaires diront d'ailleurs... Non, il y a quelque chose qu'on le décrit comme l'effet Gomery. Oui. Alors, je suis devenu un adjectif. Je pense que c'est intéressant que l'effet Gomery est là. J'espère que ça va durer un certain temps. Qu'est-ce que vous souhaitez que tout ce travail qui a été fait donne comme résultat final? Vos objectifs de tout cet effort qui a été mis là-dedans, qu'est-ce que vous souhaitez que ça fasse? Mais comme j'ai dit, je pense que une des motivations pour accepter le mandat, parce que ma femme m'a demandé, « Mon Dieu, John, pourquoi vas-tu accepter si facilement? » J'ai dit, je pense qu'il y a une crise sur la scène canadienne politique actuellement. Les gens sont tellement désabusés, cyniques, ils ont perdu confiance dans leur système de gouvernement avec les rapports de Mme Fraser et tout ce qui se passe. Et je pense que la vérité nettoie énormément. Et si je peux mettre la lumière sur ce qui se passe, et ça va avoir un effet bénéfique pour toute la population. Ça, c'est ambitieux, mais je pensais que c'était nécessaire, honnêtement, qu'il y aura une commission d'enquête pour rechercher en profondeur ce qui se passait à cette occasion-là, qui affectait la confiance des gens dans leur système de gouvernement. Et je pense que, pas totalement, il n'y a pas d'absolu dans ces choses, mais en général, je pense que ça réussit. Je pense que les gens ont rétabli leur confiance un peu dans le système du gouvernement. Alors, ça, c'est le fait Gomery le plus important, probablement. Et pour Mme Gomery, votre conjointe, est-ce que ça a été agréable à vivre? Parce que vous ne deviez pas être facile à vivre, j'imagine, pendant ce temps-là. J'étais un mari absent durant tout ce temps-là, absent, pas simplement absent physiquement, mais durant les mois que j'ai passés à Ottawa, j'étais physiquement absent, mais j'étais absent sur plusieurs plans. Et mais il faut poser ces questions à Mme Rail, mais je pense que c'était une période difficile pour elle. Elle s'inquiétait, elle pensait que je travaillais trop fort, elle avait peur pour ma santé. Mais elle a très bien pris soin de moi durant ce temps-là, nonobstant ses propres responsabilités. Mais elle est très contente que ce soit dans le passé. Sauf que dans la rue, vous devez encore vous faire interpeller. Oui. Ça, c'est un effet que je n'avais pas anticipé, mais les gens me saluent continuellement tout où je vais. Mais lorsque j'ai besoin d'une réservation pour une table dans un restaurant, je n'ai aucun problème. Votre voyage en Italie, parce que vous avez été cet été en Italie. On a passé 11 semaines en Italie. La fin des travaux de la commission, par coïncidence, sont arrivés au même moment avec un congé sabbatique que ma femme méritait de la Cour d'appel. Et nous avons décidé de prendre les vacances de notre vie. Finalement, nous avons loué des villas en Italie, l'une en Sicile pour 4 semaines et l'autre en Ombrie pour 6 semaines. Et nous avons passé ces semaines-là très, très heureusement. Est-ce qu'on vous a parlé de la commission Gomery là-bas? Presque pas du tout. Presque pas du tout. Non, on était là pour le repos, pour apprendre la façon de vivre des Italiens que j'ai appris à admirer énormément. Et évidemment, les témoignages, les paysages, les églises, les musées, les rues, c'était quelque chose. Et les repas. Il nous reste 20 secondes. Oui. Que va faire John Gomery dans les prochains mois? Mais les prochains mois, je retourne à la ferme où je demeure et on est en plein milieu de faire les foins. Et je vais m'occuper de mon potager, prendre soin de mes animaux.
John Gomery, merci beaucoup pour cet entretien très chaleureux. Merci, M. Donnet. Plaisir. Et ajoutons que des 3 personnes accusées de fraude dans le scandale des commandites, Charles Guité est celui qui a reçu la peine la plus sévère. L'ancien haut fonctionnaire responsable du programme des commandites fédérales va d'ailleurs en appeler de sa sentence de 42 mois de prison. L'ex-président de groupe Action, Jean Brault, a été condamné à 2 ans et demi de prison après avoir plaidé coupable. Et le publicitaire Paul Coffin a écopé, lui, de 18 mois d'emprisonnement après avoir plaidé coupable pour une fraude d'1,5 million. Restez avec nous, on vous présente d'autres nouvelles à LCN tout de suite après la pause. Cet automne, vous allez encore tomber en amour avec Occupation Double. Voyagez. Goûtez. Découvrez vos rêves les plus fous. Le trottoir nous appartient. Le nouveau triporteur de Triton vous amène où vous voulez. Il a une autonomie de 16 km une fois rechargé et se démonte en 3 étapes faciles. Vous pouvez ainsi l'utiliser partout. Votre mobilité commence chez Canadian Tire. Désirez-vous autre chose? Ton numéro, ma jolie? Observez bien, le passager largue une première caisse de cigarettes à l'eau, puis une autre. Reste maintenant à ramasser les cigarettes que les contrebandiers ont larguées par-dessus bord, des preuves qui pourraient servir éventuellement si jamais ces derniers étaient arrêtés. Profession, reporter. Spécialité, négociateur. Claude Poirier, le vrai négociateur. Tous les jours à LCN. Cet été, mettez de la couleur dans votre monde. Toute la culture du monde, toutes les couleurs du monde à Drummondville. Le 25e anniversaire du Mondial des cultures, du 6 au 16 juillet. Une présentation de la SAQ en collaboration avec Hydro-Québec. Quand on aime le monde. Il y aura 1 an, mardi, Karla Homolka a été remise en liberté après avoir purgé 12 ans de prison pour le rôle qu'elle a joué avec Paul Bernardo dans les assassinats de 2 adolescentes ontariennes. Homolka vit maintenant incognito au Québec, peut-être dans la région de Montréal. Elle avait été pourchassée par les médias qui l'avaient retracée sur la rive sud peu après sa libération, mais elle n'a jamais été revue depuis. On sait que Karla Homolka a récemment tenté de changer officiellement son nom, ce qui lui a été refusé. Les familles des 2 adolescentes assassinées craignent qu'Homolka revienne chez elle à St. Catharines, en Ontario, pour rendre visite à ses proches. La hausse du dollar canadien a des effets néfastes sur le tourisme au Québec alors que les Américains restent chez eux. Les Canadiens visitent davantage nos voisins du Sud. Résultat, les commerçants de la vieille capitale s'inquiètent de la baisse d'affluence. Carl Angelier. Les touristes comme Cathy, les commerçants aimeraient bien en voir davantage, mais cette année, les Américains ont décidé de bouder le Québec. On voit ça certainement en fait avec nos pourboires. C'est souvent eux qui payent le plus. Bouder ou presque. Il en manque 10 à 12 % par rapport à l'an dernier. En 4 ans, la valeur du dollar canadien a grimpé de 40 %. Pour eux, les affaires ne sont plus aussi bonnes au Canada. Mais ce serait trop facile de mettre tout ça sur le dos du dollar. L'insécurité peut-être des Américains qui est quand même légendaire avec leur guerre qui se passe. Probablement qu'ils sont moins intéressés peut-être à bouger. Bon, il y a une affaire de passeport aussi qu'on entend qui va être, moi, je pense, en vigueur l'été prochain. Et c'est comme ça dans bien des endroits où l'on s'informe. Michael pédale, mais pas pour l'oncle Sam. Bien, la plupart ont l'air d'arriver en bateau, mais voyager par eux-mêmes, je crois qu'ils ont délaissé un peu le Québec cette année. Oui, c'est un fait qu'on ne peut pas démentir ça. Il y a un peu moins d'Américains. Tourisme Québec a eu beau investir 3,4 millions de dollars en publicité aux États-Unis, soit 600 000 de plus que l'an dernier. Rien à faire. Et la publicité change pas. À ce stade-ci, ne change pas grand-chose. Et voilà que les statisticiens en remettent. C'est au tour des Québécois, cette fois, de franchir la frontière vers le sud. Jamais les Canadiens ont autant voyagé à l'étranger au cours des 4 premiers mois de 2006. Une économie vigoureuse, des frontières américaines toutes proches, 3 fins de semaine de pluie en mai et juin,
pourrait expliquer cette effervescence pour le Sud. Mais évidemment, un dollar très fort. Le même séjour de 1000 $ américains il y a un an coûterait aujourd'hui 847 $, soit 153 $ de moins qu'en 2005. Mais attention à fouiller un peu, on en trouve qui font de bonnes affaires. Ici, à l'Auberge Saint-Antoine, on courtise le marché américain. La publicité y est orientée en conséquence et ça rapporte. On réussit à faire mentir les statistiques. On a une augmentation qui est relativement légère, mais tout de même, on a une augmentation. Puis juste du fait qu'on n'ait pas de diminution, on est déjà là en bonne progression. On est heureux de ça. Pour Marcel Bolduc, c'est du déjà-vu. Commerçant depuis 30 ans, il en a vu d'autres. Chaque printemps, c'est pareil, dit-il. Après, ça se replace. Je sais qu'il y a quelques marchands qui ont des difficultés, là, mais je pense qu'il faut voir un peu la fin de saison. Il ne faut pas quand même encore s'alarmer. 70% des achats effectués par des touristes sont faits par des Québécois ou des Américains. Ce que les commerçants appréhendent, c'est qu'il y a moins d'Américains chez nous et plus de Québécois chez les Américains. Pierre Langelier, TVA, à Québec. Après l'établissement d'une première clinique privée au Saguenay, une deuxième entreprise décide de se lancer dans l'aventure paramédique qui fabrique et vend des produits paramédicaux, ouvre le premier laboratoire pour traiter l'apnée du sommeil. Robert Maranda. Les soins médicaux privés font une autre percée dans la région. Pour la première fois, un laboratoire privé d'analyse de l'apnée du sommeil voit le jour. Le médecin spécialisé dans les troubles du sommeil affirme que de 5 à 10 % de la population est touchée. Le laboratoire de l'hôpital de Chicoutimi est débordé. Les délais d'attente sont inacceptables. Quand on pense que c'est 3 ans. Il y aurait plus de 550 patients sur la liste d'attente. Le propriétaire de la clinique croit que son laboratoire de polysomnographie va désengorger le système. Il espère 150 patients par année. Le gros avantage de cette technique-là, c'est que le patient est dans son propre environnement. Ça, c'est un gros avantage des autres laboratoires qui existent à Montréal ou dans les hôpitaux. Il faut qu'ils dorment à l'hôpital. Les équipements que possède le laboratoire sont dernier cri. Pour savoir si une personne vit des troubles de sommeil, on doit la brancher sur cet appareil toute la nuit. Ils sont plus confortables à la maison puisqu'ils vont dormir directement à la maison. Fait que moins de concentration ailleurs. Les bruits sont habitués aux bruits de la maison. Souvent, les troubles de sommeil sont à l'origine de plusieurs autres maladies. Les gens sont traités pour l'hypertension, sont traités pour de la fatigue, de la dépression. On leur donne des antidépresseurs. Le problème, c'est pas parce qu'ils ont besoin nécessairement d'antidépresseurs. C'est parce qu'ils ont besoin d'être traités pour le problème d'apnée du sommeil. Quand j'ai sorti le résultat, je l'ai transféré à l'ordinateur. Nous voyons les stades de sommeil. Cette nouvelle clinique privée spécialisée va-t-elle vraiment désengorger la liste d'attente de l'hôpital? Peut-être oui, mais seulement pour ceux qui en ont les moyens, car le test coûte 895 $. Robert Maranda, TVA, Saguenay. Les Rolling Stones s'apprêtent à présenter un grand spectacle en plein air à Halifax en septembre. 2 journaux de Halifax ont rapporté que le conseil régional de la ville approuvera la tenue d'activité au cours d'une séance à huis clos mardi. Selon le quotidien Halifax Daily News, le concert pourrait coûter entre 100 000 et 150 000 $, notamment pour les dépenses de sécurité et les contrôles de la circulation. Les Stones se sont produits pour la première fois dans les provinces atlantiques l'an dernier à Moncton. La municipalité avait cependant dû éponger un déficit de près de 675 000 $. Les rockers britanniques pourraient aussi s'arrêter à Regina, Vancouver et Windsor cet automne, toujours selon les rumeurs. En Chine, des vétérinaires ont réussi à sauver un panda sauvage qui avait été grièvement blessé. L'animal se trouvait dans le coma après avoir fait une chute d'une vingtaine de mètres. L'état de la bête a été stabilisé. Sa vie ne serait plus en danger. Une intervention chirurgicale est prévue au cours des prochains jours. Michael Schumer remporte l'épreuve d'Indianapolis et Roy Léger nous en parle dans 2 minutes au sport à LCN. Le groupe Calumet a développé une expertise en matière de nettoyage et d'intervention après sinistre. Je crois que notre renommée s'est bâtie au fil des ans grâce... C'est très important. Le maquillage qui va de pair avec l'éclairage. On peut se faire un super maquillage, mais éclairer tout croche. On ne le voit même pas, le maquillage. Alors moi, j'ai appris la technique, là, je l'ai appris là. Qu'est-ce que vous avez le plus déçu dans votre métier de comédien? Ce qui m'a le plus déçu, il y en a beaucoup. Non, il y a énormément de choses.
on est, comme je dis, on est comme on est. Je suis un perfectionniste. Je suis très, très rarement satisfait de ce que je fais. Très rarement. Imaginez-vous, je me vois souvent à télé, hein, avec les pubs. Bon, évidemment, quand on fait une série, on fait 1 heure par semaine à telle chaîne. Les pubs, c'est plusieurs fois par jour, n'importe quelle heure, sur toutes les chaînes. Alors, je risque souvent de m'accrocher quelque part, et à chaque fois, ça fait comme... Alors, j'aurais pu le faire autrement. À chaque fois, c'est dur, c'est lourd. Aimeriez-vous ou croyez-vous qu'un jour, on va vous voir dans le rôle du vilain, du méchant, celui qu'on n'aime pas? Je le souhaite. Pourriez-vous dire ça devant la caméra et adresser au producteur? Oui, oui, sans aucun doute, ça va arriver à un moment donné. Ça va arriver parce que je le veux beaucoup, 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 beaucoup. Quelle jouissance de pouvoir jouer un personnage qui est méchant. Tu peux faire tout à l'écran ce que tu peux pas faire dans la vie. C'est incroyable. Je peux être vraiment le pire crétin, le pire... évidemment. J'essaie, autant que faire se peut, dans les personnages que j'interprète, de les rendre le plus humain possible. Alors, si on me fait jouer le bon gars, j'essaie de leur trouver des failles. Nous avons tous des failles, j'en ai énormément. Si j'ai à jouer le vilain, je vais essayer de lui trouver les véritables raisons qui font qu'il est vilain, et je vais essayer de les laisser voir de temps en temps. D'ailleurs, ça, c'est incroyable quand on réussit ça, parce que les gens, tout d'un coup, trouvent une sympathie pour un vilain. Alors, j'espère le faire un jour. J'ai remarqué que dans plusieurs rôles que vous jouez, nie le problème en indiquant que les demandes d'aide au relogement ont baissé de 84 % cette année. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec souhaite mettre un terme à la vieille tradition du jour du déménagement, le 1er juillet. L'organisme fait présentement pression auprès de ses membres pour que les baux de location soient dorénavant échelonnés sur 4 mois et non seulement en juillet. Selon le président de l'organisme, Luc Courtemanche, le Québec peut difficilement se permettre que plus de 200 000 ménages décident simultanément de changer de logement. Il soutient que les locataires se font rouler en ce qui a trait aux frais de déménagement qui explosent en juin et juillet en raison de la trop forte demande. La corporation incite les propriétaires à répartir les baux entre mai et septembre afin d'améliorer la situation. Une romancière montréalaise nous prouve qu'on peut aller au bout de ses rêves. Inconnue il y a 5 ans, Agnès Ruiz a déjà publié 3 livres, tous des best-sellers internationaux. André Ducharme nous l'a fait connaître. Vous vous souvenez de cette publicité pour le transport en commun? L'endroit idéal pour lire un bon livre, disait-on. Agnès Ruiz a fait mieux encore. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 2h30 de route à faire, donc en métro et en autobus. Alors, je me suis dit, bah écoute, autant écrire. Hein. Elle a écrit et écrit pendant presque 1 an. Un roman de 360 pages qui se passe à cheval entre la France et le Québec. Pour Ma vie assassinée, par exemple, j'ai voulu exploiter le fait que je connaissais la Normandie, qui est ma région, et le Québec, donc Montréal particulièrement, là, qui est justement ma terre d'adoption. Les éditions JCL ont